hectares en 2023. Alors ça provient notamment de la suppression de la zone 2AUE qui était en entrée de ville, qui devait permettre d'accueillir une zone d'activité, qui a été supprimée pour 4,4 hectares. Et ensuite, on est sur des transformations, alors la suppression de la zone AU d'Élec, puisqu'elle est passée en zone U, on est d'accord qu'on retrouve les choses, et des modifications des zones 2AU de Piliers et de Maran. Donc pour un total, on va dire une réduction de 6,8 hectares sur les zones AU. Les zones agricoles, elles représentaient 1010 hectares en 2012, elles sont en 835 en 2023, donc avec une progression de 125 hectares. Donc ça, c'est issu notamment du travail qui a été mené par la commune d'identifier des secteurs de reconquête agricole, des projets agricoles, et en s'appuyant bien entendu sur l'expertise de la Chambre d'agriculture qui a établi à l'échelle du département une carte des espaces potentiellement agricoles. Donc, on arrive à ce résultat-là. Et donc, sans surprise, à peu près la même évolution, mais donc dans l'autre sens sur les zones naturelles, puisqu'on était sur 2275 hectares en 2012 et on passe à 2151 hectares en 2023. Donc une réduction de 124 hectares, donc on est à peu près sur les mêmes surfaces au profit donc, de la zone agricole. Voilà les évolutions. Donc comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur un PLU qui permet d'augmenter les surfaces constructibles. Et aujourd'hui, la loi climat et résilience demande une réduction de 50% de la consommation foncière par rapport à la décennie précédente. Pour la commune du Bossé, sur la décennie précédente, on a consommé 46 hectares, donc de 2011 à 2021. Pour ceux qui sont curieux, on retrouve ces données sur le portail de l'artificialisation. C'est le CEREMA, qui est un organisme parapublic qui est en charge de, on va dire, d'observer, donc ils ont créé un observatoire, l'artificialisation de la consommation. Donc c'est 46 hectares, ce qui veut dire que pour le PLU du Bossé, on s'est engagé dans le PADD à réduire cette surface de moitié. Donc à l'échelle du prochain PLU, on est sur un maximum de 23 hectares si je compte bien, et on sera en dessous de cette surface. Donc, ce qui veut dire qu'on a encore un peu de marge pour le prochain PLU ou pour des besoins exceptionnels qui viendraient se présenter. Voilà le zonage. Donc, sur le règlement, on a une partie graphique, le zonage, avec les prescriptions que ça comporte, et une partie écrite, donc qu'on appelle le règlement la plupart du temps. Donc, ce règlement, il a changé. Il a changé, pas dans son contenu ou dans son objectif, il a changé dans sa forme, puisqu'en fait, on a une nouvelle écriture qui sera proposée selon les dispositions du Code en vigueur, et notamment, alors pour ceux qui avaient connu le POS, à l'époque, les plans d'occupation des sols, on avait 14 articles. Après, on est passé à 15 au PLU, puis à 16 au PLU Grenelle, et là, l'idée, c'est plutôt 4 chapitres. Donc, voilà, les choses ont quand même évolué dans le temps. Vous allez retrouver à peu près les mêmes choses. Il n'y a pas d'évolution spectaculaire du contenu, mais par contre, pas forcément dans le même ordre, ni avec les mêmes formulations. Dans les points qui ont évolué de manière un peu plus significative, il y a la modulation du coefficient d'emprise au sol pour favoriser certains secteurs, ou à l'inverse maintenir les formes urbaines d'autres. Donc c'est vrai qu'on a le choix dans le document d'urbanisme de faire une emprise au sol qui permette à tout le monde de bâtir. Et donc comme vous avez pu le voir certaines années, on a des divisions et ça se construit un peu partout sans forcément maîtriser les choses. Donc là, l'idée, c'est plutôt de dire qu'il y a des zones sur lesquelles on sait que le territoire peut accueillir de nouvelles constructions, on augmente l'emprise au sol. Et à l'inverse, des secteurs qui ne peuvent pas accueillir une nouvelle urbanisation, auquel cas, on met une emprise au sol qui correspond à celle qui existe, ce qui veut dire qu'on ne peut pas augmenter la constructivité de manière significative, ou en tout cas, on ne pourra pas diviser de manière importante. Donc c'est le travail qui a été fait. Et on calcule ça avec des logiciels qui permettent vraiment d'arriver à l'emprise au sol du bâti existant. On a, dans le même sens, modulé le coefficient d'espace vert de pleine terre, puisqu'aujourd'hui c'est un point très important dans la loi climat et dans la transition environnementale, d'avoir un coefficient d'espace vert qui va permettre
garder de la fraîcheur dans les espaces bâtis, qui va permettre de garder des espaces perméables qui vont faire infiltrer les eaux pluviales. Donc c'est important là aussi, dans les secteurs qui le permettent, d'avoir des espaces verts importants pour la qualité des paysages également. Un point aussi d'évolution, c'est la définition d'une emprise au sol maximale pour les piscines, donc notamment pour limiter la consommation d'eau. Donc ça, c'est un point qui a été ajouté dans toutes les zones. Et enfin, des périmètres de mixité sociale sur l'ensemble des zones urbaines et des servitudes de mixité sociale, c'est ça que ça veut dire SMS, sur les secteurs de projet, donc dans une logique de rattrapage. L'objectif étant d'avoir des secteurs vraiment qui soient fléchés pour réaliser du logement social et permettre, comme le disait le Collet en introduction, de rattraper les objectifs et en tout cas essayer de sortir de la carence. C'est ça l'idée. Donc notamment, ça se matérialise sur une servitude de mixité sociale par ces trains bleus. Donc là aussi, vous pourrez aller voir les plans, on en a 7 sur la totalité du territoire. Ce que vous avez sur la dernière colonne, ce sont les superficies des périmètres, et pas la surface de plancher. Et ensuite, on indique le pourcentage pour chaque espace de surface construite qui sera dédiée à du logement social. Alors, on ne précise pas le type de logement social à ce stade, d'ailleurs on parle de logement conventionné. Et aujourd'hui, il y a plein de catégories de logement social qui peuvent permettre, du coup, y compris aux actifs, d'accéder au logement. Donc, on a une SMS qui est située sur le chemin des Oliviers, qui est la numéro 1, une sur le secteur de Maran, donc, qui est illustrée là sur le plan. Sur le boulevard de la Libération, elle était déjà inscrite, me semble-t-il, au PLU existant. La traverse de Saint-Étienne en zone UC, sur la SMS 4. Plampigné, donc, avait déjà une SMS sur le PLU existant. Une SMS 6 sur le chemin de la Davie et une SMS 7 sur l'avenue du Souvenir français en zone UC. Le principe de ces SMS, ce sont des emplacements réservés pour réaliser du logement social, mais pas que, elles ne sont pas toutes à 100%. Et elles ont été placées dans des secteurs qui étaient desservis, qui permettaient, qui avaient plutôt des grandes parcelles et qui étaient peu bâtis, donc avec moins de construction que sur d'autres parcelles, et dans des secteurs qui étaient compatibles avec la question de la défense incendie, parce que vous allez le voir, on est quand même sur quelque chose de très important pour la commune. Alors, si on rentre dans le détail maintenant des caractéristiques des zones urbaines, alors on ne va pas lire tout ça, mais l'objectif est de vous dire, donc vous allez retrouver la zone U1. La zone U1, c'est la zone historique que vous aviez déjà au poste, que vous aviez déjà au PLU existant et que vous allez retrouver au PLU 2023. La zone U1, c'est le vieux village. On est globalement sur un tissu qui est mitoyen, donc voilà, les maisons sont accolées et on est à l'alignement de la rue. Donc c'est exactement ce que vous voyez dans le village. On n'a pas d'emprise au sol qui est réglementée pour le bâtiment. Et sur la hauteur, on va dire qu'on est sur les hauteurs existantes, soit 12 mètres à l'égout du toit et 15 mètres au fêtage, qui correspond aux hauteurs existantes. Et ensuite, on a des sous-secteurs avec des hauteurs qui sont un peu plus faibles et qui permettent là aussi de prendre en compte l'existant. Donc on n'a pas de révolution sur cette zone-là. Ensuite, on trouve la zone UB. Alors, de manière concentrique, la zone UB, c'est les extensions, on va dire, plus contemporaines du centre ancien, où on va retrouver un peu plus d'équipements collectifs et du petit collectif en termes de forme urbaine, avec des hauteurs qui sont de 9 à 12 mètres sur certains secteurs, et qui, là aussi, restent dans ce qui était imaginé au PLU précédent en termes de gabarit, avec une emprise au sol de 50%. Et là aussi, on est quand même à l'alignement des rues. Globalement, c'est ce que vous retrouvez sur le plan qui contourne la commune. Donc on a des sous-secteurs avec des choses particulières, mais qui surtout concernent soit l'implantation, soit la hauteur des constructions. La zone UC, on est sur plutôt des quartiers à dominante pavillonnaire et globalement à des zones qui peuvent permettre
du logement majoritairement, alors qu'en zone UB, on est plutôt sur les zones où on peut retrouver de la mixité en termes de fonctions. On va retrouver plus facilement du commerce, du service, du tertiaire, etc. À partir de la zone UC, on va limiter la mixité des fonctions, la diversité des fonctions, et on va retrouver, on va dire, majoritairement de l'habitat, et sous quelques conditions, on peut retrouver un peu de services ou d'équipements dans ces secteurs. Donc la zone UC, c'est du pavillonnaire, avec une hauteur à 7 mètres et certains secteurs en zone UCA où on pourra monter un peu plus, avec des capacités de renouvellement un peu plus importantes. La zone UD, c'est là aussi majoritairement du logement et des secteurs qui sont, on va dire, plus proches des secteurs qui sont plus éloignés du centre, pardon, et qui ont des contraintes paysagères, environnementales ou de desserte qui sont plus importantes. Vous aurez le temps d'aller voir tout ça après la réunion, si vous voulez bien, parce que si tout le monde se lève, on ne va pas finir, ce serait dommage. Donc le secteur UD, on est sur une emprise au sol, soit de 25% donc en zone UD, et des secteurs en UDA où l'emprise au sol a été limitée à 12%. Donc à 25%, ça laisse des possibilités d'évolution, et à 12%, on est plutôt sur des secteurs qui vont rester tels qu'ils le sont aujourd'hui. Donc, et là aussi, les hauteurs ne changent pas, 7 mètres. Alors pour ceux qui n'ont pas la conversion, 7 mètres, c'est un rez-de-chaussée et un niveau, donc comme vous pouvez trouver sur les maisons actuellement. La zone UE, on est sur les espaces d'activité économique. Alors là, on a autorisé 60% de la superficie de l'unité foncière en emprise au sol. On est sur des hauteurs de 9 mètres. Donc 9 mètres, ça fait du R plus 2 si on fait la conversion. Et ça correspond globalement aux zones d'activité existantes, les centres techniques. Donc tout ça, c'est sur la zone UE qui se situe au nord du centre ancien, sur la route de Signe. On retrouve la zone US, qui est un peu une spécificité océtane, parce qu'on ne la fait pas toujours celle-là. En tout cas, on ne l'appelle pas comme ça, on ne la fait pas du tout. Donc c'est une zone qui est réservée aux équipements sportifs et de loisirs, dans laquelle on va retrouver le boulodrome, donc, puisque suite aux ateliers de concertation, le boulodrome a été maintenu en zone US, donc ça veut dire que sous cet espace-là, on ne peut pas faire autre chose qu'un équipement sportif ou de loisirs. Et on va y retrouver le stade de rugby, qui a été maintenu en zone US également. Alors, quelques zooms sur certains secteurs. Les zones 2AU, donc les zones 2AU, donc on n'est pas en zone urbaine, on est bien sur les zones A urbanisées, AU comme A urbanisées, donc on en a deux. La zone AUM pour le quartier de Morang, la zone AUP pour le quartier de Pigné. Et donc la particularité de ces zones-là, c'est qu'elles n'ont pas de possibilité de construire tant que le PLU ne fera pas l'objet d'une évolution. Alors par simple modification, là il ne s'agit pas de refaire tout un PLU pour ouvrir ces zones-là, mais par contre une obligation d'avoir une réflexion d'ensemble quand ce sera le moment de les mettre en œuvre. La zone agricole, donc là vous voyez en jaune, on a deux types de zones agricoles. Donc là il est rappelé que la totalité des zones A du territoire seront protégées dans le cadre d'une procédure de ZAP. Et on a deux types, donc la zone A tout court et la zone AP. Donc la distinction, c'est qu'en zone agricole, on admet des constructions liées strictement nécessaires à l'agriculture. En zone AP, on interdit toute construction, notamment ce sont des secteurs qui sont assez éloignés et qui sont souvent des secteurs de reconquête sur lesquels on ne veut pas forcément de nouvelles constructions. Les zones naturelles, donc il y a plusieurs sous-secteurs de ces zones naturelles. La zone N, qui est la zone générique qui concerne les plus grands massifs et qui sont souvent, vous verrez, et c'est ce qu'on voit apparaître sur les plans, les grandes taches vertes d'espaces boisés classés, donc qui sont protégés à deux titres, à la fois par la zone naturelle elle-même, qui est un règlement qui est assez strict, mais aussi par un règlement graphique qui est l'espace boisé classé,
qui est une servitude et qui empêche toute construction sur ces secteurs-là. Néanmoins, on va dire au sein de la zone naturelle, on a plusieurs sous-secteurs avec des vocations particulières. La zone NB qui donc correspond au site de dépôt de bus, sur lequel on a un emplacement réservé pour créer du stationnement. La zone NC qui correspond à la carrière du Val d'Arin. La zone ND qui correspond à la déchetterie. La zone NH qui correspond donc, aux espaces naturels les plus densément bâtis. Donc c'est notamment entre la zone naturelle et la zone UD qu'on va retrouver des secteurs NH, donc qui correspondent aux secteurs effectivement qui étaient originellement en zone NB au niveau du poste, donc on a classé en zone NH les secteurs les plus denses. Et puis la zone NL qui correspond au terrain de grande manifestation et l'aménagement d'activités loisirs dans la plaine. Ça avait été également un point qui a fait l'objet du débat en PLD. J'ai oublié de le préciser, dans les zones naturelles et zones agricoles, pour tous les gens qui sont qui sont pas agriculteurs, il est autorisé quand même des extensions limitées des habitations, parce qu'on a passé un moment dans les PLU où en fait, du moment qu'on était en zone agricole ou zone naturelle, on n'avait plus aucun droit. Donc, sous réserve de la question du feu de forêt, les extensions limitées des habitations existantes sont autorisées en zone A et en zone N. Alors, un point aussi important par rapport au PLU, c'est la prise en compte des risques. Donc là, on est sur une mise à jour d'un risque qui préexistait déjà dans le précédent PLU, mais avec le risque inondation. Donc, sachant que la zone rouge est strictement inconstructible et les autres couleurs peuvent permettre d'accumuler soit certains aménagements, soit certaines constructions avec des conditions particulières, notamment de hauteur de plancher. En gros, il faut être hors d'eau. Et donc, la zone rouge, pour le coup, elle, qui est inconstructible. Et enfin, la question du risque feu de forêt, qui est presque, qui est la plus importante en termes d'impact sur le territoire, c'est donc le feu de forêt. Donc là aussi, vous pourrez aller consulter les cartes. Sur la base du porté à connaissance qui a été donné par le préfet, on a eu plusieurs catégories d'aléas et plusieurs catégories de situations. Et ça nous a permis d'établir une carte de risque. Alors, de manière très caricaturale, là aussi, en zone F1, on a droit à peu près rien, sauf des extensions très limitées, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'accueil, donc pas de nouveaux logements en zone F1. Et donc, je crois qu'on est limité à 20 mètres carrés d'extension dans ces secteurs. Ce qui veut dire que tout ce qui est en zone F1, pour bien comprendre la logique, même si vous êtes dans une zone constructive qui permet 30 mètres ou 40 mètres carrés d'extension, si vous êtes en zone F1, on revient à 20 mètres carrés. C'est toujours la règle la plus stricte qui s'applique. Donc la zone F1, c'est 20 mètres carrés maxi, pas de nouveaux logements, donc c'est vraiment très très strict et très important. La zone F2, on a le droit de faire certaines choses, on a un règlement qui est un peu plus souple, sous réserve de pouvoir défendre. Donc là, ça veut dire qu'il y a quand même une question d'appréciation, de qualité des voiries et de capacité des réseaux pour pouvoir construire. Et enfin, la zone PCR, donc, qui est un aléa subi très faible à faible, où là, on peut avoir le développement de nouvelles constructions, développement de la capacité d'accueil, sous réserve qu'on ait quand même une résistance au feu. Alors, on parle de confinement, mais bon, voilà, dans tous les cas, il faut qu'on ne soit pas dans des endroits où on pourrait présenter un risque. D'une manière générale, il faut éviter tout ce qui peut représenter un danger d'incendie, d'explosion, d'émanation de produits nocifs, etc. Donc c'est le travail qu'on a fait de croisement pour établir ces trois zones. Et donc si on regarde rapidement, alors à cette échelle-là, vous allez me dire que vous n'y voyez rien. Donc c'est pour ça qu'on a fait des planches pour que vous puissiez voir dans le détail. Mais en gros, les traits rouges que vous voyez, ce sont les emplacements réservés. Donc les emplacements réservés, c'est une prescription graphique qui permet à la commune
en cas de vente